D'abord, la souffrance terrible de la population et la terreur dans laquelle ils vivaient déjà à l'époque, si je puis dire, parce qu'on y était il y a une semaine avec Ammar al-Ahmadawi, donc cette ville de Lysychansk, encore une fois, elle borde Severodonetsk, qui est aujourd'hui l'objet d'intenses combats, qui est bombardé sans arrêt, et il y a seulement un fleuve, le fleuve Donetsk, qui sépare ces deux villes. À l'époque déjà, il y avait aussi des bombardements très forts sur la ville de Lysychansk. Aujourd'hui, la situation s'est encore aggravée. Je vous propose de regarder un petit extrait du reportage que nous avions fait à l'époque et qui donne, je pense, une idée de ce qu'endure aujourd'hui cette population. Une vie sans eau potable, ni électricité. L'aide humanitaire est devenue le seul recours. Je suis venu chercher de l'eau pour pouvoir me laver. C'est de l'eau non potable, mais Dieu merci, au moins on a ça. Et pour l'eau potable, vous faites comment? On se sert des puits. À l'ouest, la ville voisine de Severodonetsk est presque totalement encerclée par l'armée russe. Les forces ukrainiennes font tout pour défendre ce verrou stratégique. Et Lysychansk est prise entre deux feux. On vit sur la ligne de front. Ça tire dans tous les sens au-dessus de nos têtes. On ne peut rien faire d'autre que s'en remettre à Dieu. Voilà, c'est juste un bref aperçu, mais je garde en tête ce qu'on vient de voir à l'instant, ces interviews qu'on a faites de cette habitante de Lysychansk et qui étaient systématiquement interrompues par des tirs d'artillerie tout proches et qu'on voyait sursauter à chaque fois. Voilà, cette femme traumatisée par ces bombardements permanents. C'était une des images marquantes pour nous de notre tournage sur place. Vous avez aussi tourné aux côtés de combattants étrangers qui, eux, ont rejoint l'armée ukrainienne. Est-ce qu'on a une estimation du nombre de ces combattants étrangers aujourd'hui en Ukraine? Alors une estimation sérieuse, non. En tout cas, la communication de guerre ukrainienne, il faut être un petit peu prudent avec les chiffres qui sont annoncés. Tout au début de l'invasion russe, les autorités ukrainiennes parlaient d'une légion internationale avec jusqu'à 20 000 membres, ou en tout cas 20 000 personnes prêtes à combattre en Ukraine. J'ai personnellement le sentiment qu'on est très loin de ce chiffre, mais on rencontre effectivement beaucoup de combattants étrangers sur les lignes de front dans l'est de l'Ukraine. Et nous avons donc rencontré, ce sont les images qu'on voit derrière moi, un groupe d'une trentaine de combattants étrangers qui venaient d'un peu partout, en Amérique du Nord, Amérique latine, en Europe. Il y avait un Français de l'ouest de la France. Ces combattants avaient tous un peu la même manière d'expliquer leur motivation et les raisons pour lesquelles ils sont venus combattre en Ukraine. Ils n'en pouvaient plus de voir les informations à la télé, de voir les morts à la télé, de voir le sort que subissait le peuple ukrainien, l'armée ukrainienne. Et ils sentaient cette envie aux tripes de faire quelque chose, d'intervenir. Tous ne voulaient pas intervenir avec les armes, forcément. On a rencontré notamment un Belge qui a d'abord fait de l'humanitaire en Pologne pour aider les réfugiés. Et puis après quelques semaines, il a décidé de prendre les armes et de rejoindre l'armée ukrainienne. Et donc cette unité que nous avons rencontrée dans le cadre d'un reportage, d'un tournage, elle avait été intégrée officiellement à la garde nationale ukrainienne. Je vous propose là encore de regarder un court extrait et d'écouter deux des témoignages que nous avons recueillis ce jour-là. Le président ukrainien a donné son accord et a demandé à tous les étrangers prêts à se battre de venir aider l'Ukraine. J'ai fait 3 ans dans les forces armées canadiennes en tant que soldat d'infanterie. Je suis parti dans une zone de combat au front pendant environ 2 semaines. Ce n'était pas la première ligne, on était un petit peu plus en arrière, mais il y avait de l'action. Voilà, ces deux combattants étaient en l'occurrence canadiens. Une pensée aussi, Jonathan, à notre confrère, le corps de Frédéric Leclerc qui a été rapatrié en France, journaliste de BFM TV, tué alors qu'il tournait un reportage il y a 2 semaines, c'était en Ukraine, dans le Donbass, victime d'un éclat d'obus. Vous l'aviez croisé, c'est l'occasion aussi pour nous, pour vous, de dire à quel point ce métier est dangereux, notamment ici en zone de guerre.
Oui, et dans une zone de guerre de haute intensité, comme l'est aujourd'hui le Donbass, avec ces bombardements qu'on vient d'évoquer, ces tirs d'artillerie, la route qui a été empruntée le jour de sa mort par Frédéric Leclerc-Imhoff et par Maxime Brandstetter et leur fixeur Oksana, qui ont pour leur part survécu à ce bombardement. Nous avions emprunté la même route la veille pour nous rendre au même endroit, Lysychansk, on l'a mentionné tout à l'heure. Et c'est une route qui longe des positions des deux camps, en fait, qui se trouve entre les positions d'artillerie ukrainienne et russe. Et tout le long de cette route, on peut voir des panaches de fumée un peu partout. On peut entendre, c'est très sonore aussi, on les entend, ces tirs d'artillerie. Pour notre part, nous étions dans un véhicule qui allait très vite. C'est une des règles de sécurité, on va dire, à maintenir quand on est sur ces routes vraiment dangereuses. Frédéric Leclerc-Imhoff était pour sa part dans un camion blindé qui se rendait à Lysychansk pour sauver des gens qui habitaient là-bas, pour les emmener ailleurs, dans le Donbass et un peu plus à l'ouest. Et puis voilà, le camion a été frappé par un bombardement. On ne saura sans doute jamais si ce bombardement était volontaire ou involontaire, mais en tout cas, moi, comme je pense toute la profession, j'ai une pensée émue évidemment d'abord pour lui, pour Frédéric, mais aussi pour son collègue Maxime Brandstetter qui a survécu à l'attaque, et puis pour leur fixeuse Oksana qui sont aujourd'hui sains et saufs et qui sont rentrés en France. Il y aura un hommage vendredi à 18h30 à Paris, place de la République, un hommage à Frédéric Leclerc-Imhoff à l'appel de Reporters sans frontières. Et merci